Marie-Christine Saragosse et Peter Limburg. Avec vous, on va donc comprendre comment est-ce qu'on construit l'Europe de l'information avec deux entités, deux marques médias connues et reconnues, chacune sur leur région. D'abord, c'est une association qui vous a réunis, celle d'un beau projet, Info Migrants, annoncé fin février, le développement justement de cette nouvelle offre numérique d'information plurilingue et participative, prioritairement destinée aux jeunes Européens. Concrètement, ça donne quoi aujourd'hui ? Honor, je voulais juste dire quelque chose avant de répondre, parce que vous avez parlé de sondages sur les médias, et moi j'ai celui de l'UER sur les 28 pays européens. Alors quand même, je voulais te dire que c'est pas... Il est meilleur ? Il est vachement pas mal, puisque Merci. parce qu'il explique qu'effectivement, il y a une très forte chute de la confiance dans les réseaux sociaux. C'est un sondage qui met en regard ceux qui font confiance et ceux qui ne font pas confiance. Le solde est très positif pour les médias traditionnels, y compris la presse écrite qui était en déficit et qui prend maintenant, au contraire, une majorité de gens qui recommencent à faire confiance. Il est très très favorable aux services publics dans toute l'Europe et c'est la radio qui est le grand gagnant avec un taux de confiance immense dans les 28 pays. La télé un peu moins et notamment en France, la télé a un seuil, est au-dessous du seuil de confiance un petit peu, mais globalement. C'est très bien, il faut me l'envoyer. Eh ben je l'ai là, je peux le donner. Et c'est sur les 28 pays européens, donc c'est pour entamer un dialogue, parce qu'effectivement, c'est l'Europe en marche, là, ou en action. Alors, on parlait d'Info Migrants. Oui, par exemple. Parce qu'en fait, on sait... je dis un mot, après, je te laisse parler, hein, Peter. De toute façon, c'est lui qui a le dessus quand on est... Mon français est mieux, alors. Mon français est mieux, mais je parle... on a un même esprit. En fait, on est dans un groupe avec Peter depuis longtemps qui s'appelle le DG7. Enfin, le G7, c'est... je pense que ça a été créé après la Seconde Guerre mondiale justement pour défendre une certaine idée de l'information libre dans un certain nombre de pays. Donc ça va jusqu'au Japon, il y a des grands groupes publics. Et puis quand il y a eu la crise migratoire, et on a déjeuné un jour et on s'est dit qu'on n'en pouvait plus de voir des gens qui étaient manipulés, esclavagisés, enfin que c'était insupportable et qu'on avait envie de faire de l'info... vérifiée, et pas pour dire que c'était pas bien de migrer ou bien de migrer, hein, c'était pas du tout ça. Juste, on voyait n'importe quoi raconter sur ces réseaux sociaux et des gens qui vraiment mouraient en fait dans la Méditerranée. Et du coup, les équipes se sont mises à bosser, une équipe à Berlin, l'autre à Paris. On est allé voir la Commission européenne qui a cru à notre projet, c'était pas un appel d'offres, on y est allé comme ça. Bon, alors, Peter est très convaincant à la Commission européenne, donc et ils nous ont fait confiance et ils nous ont donné quelques millions d'euros pour lancer ça, d'abord en français, en anglais, en arabe, puis on a rajouté le Pashtun et le Dari, donc de langue afghane. Et il y a 3 équipes, l'ANSA nous a rejoints et on travaille... C'était tellement incroyable de pouvoir travailler comme ça, dans une telle harmonie, avec des gens à Berlin, des gens à Rome, des gens à Paris, qui forment une seule et même équipe, alors qu'ils sont dans 3 entités différentes. Ça nous a un peu bluffé, on ne s'attendait pas à ce que ça marche. Il y a quand même eu jusqu'à 10 millions de visites par mois, par moment. Alors c'est hyper réseaux sociaux, vous en parliez tout à l'heure, enfin, on en reparlera peut-être, et ça marche. Et du coup, on s'est dit, mais puisqu'on marche comme ça, qu'on est capable de faire ça, mais n'arrêtons pas un si bel élan. Et on a commencé à faire plein d'autres choses sur les élections européennes en ce moment. Justement, on sort d'un débat à Berlin, et voilà. Et là, peut-être, je laisse la parole à Peter. Oui, je crois que l'idée, c'était parce qu'il n'y a pas de sphère publique commune européenne. Et alors, je crois que c'est ça ce qu'il manque. Et c'est la barrière des langues qui est un des causes de ça. Et alors, on a dit que nous deux, nous sommes responsables pour des maisons de médias qui font normalement exactement ça, d'expliquer des choses compliquées à des gens qui ne sont pas de la même culture. Alors, c'est ça ce qu'on doit faire, peut-être, de trouver une common ground pour avoir un débat sur l'Europe, et spécialement pour adresser des jeunes en Europe, et des jeunes qui ne sont pas déjà convaincus de ce qu'il y a en Europe et ce qu'il y a dans l'Union européenne, parce que c'est facile d'adresser les gens qui sont déjà là,
il faut adresser les gens qui sont un peu sceptiques, qui sont peut-être indifférentes, et aussi peut-être contre l'Europe. Et il faut adresser eux. Et ce sont des jeunes, parfois, et ils sont dans les réseaux sociaux. Alors il faut adresser leur là. Et l'idée, c'est de faire quelque chose ensemble. Et bon, on a eu des très bonnes expériences avec Info Migrants. Alors on a dit, bon, on va le faire. Il y a plusieurs enjeux là que vous êtes en train de décrire tous les deux. À la fois celui d'abord de la difficile équation d'aller chercher ces nouvelles audiences, où qu'elles se trouvent, d'intéresser ces jeunes publics et nouveaux publics à l'information, quel que soit le réseau sur lequel elles la consomment. Et puis il y a aussi l'autre partie de l'équation encore plus compliquée à résoudre en ce moment. Comment est-ce qu'on construit, en faisant équipe, des géants de l'information européenne ? Sur le premier point, ça fait peut-être parce qu'on est un groupe mondial France Média Monde, je dis pour ceux qui ne connaissent pas forcément le détail, c'est France 24, qui est une chaîne de télévision d'info continue en 4 langues, RFI, une radio plus ancienne, très très présente en Afrique et qui parle 14 langues dont le français, et Monte Carlo Doualiya, qui est une radio arabophone qui est très distribuée au Proche et Moyen-Orient. Ça fait belle lurette que les réseaux sociaux, pour nous, on est dans une relation peut-être ambivalente, mais dans une relation qui a du positif aussi. Parce qu'on ne pourrait jamais, avec nos budgets, donc je donne l'ordre de grandeur, pour nous c'est 250 millions d'euros. Hein. Peter dira peut-être le sien, vous verrez que bon, c'est normal, sans doute, l'Allemagne est plus riche que la France, mais pourtant on est encore moins riche que BBC World, hein, ou que les Américains. Mais donc, avec les budgets qui sont les nôtres, on ne peut pas, en 15 langues, être... présent à l'échelle planétaire et aller chercher les jeunes si on n'est pas sur les réseaux sociaux. Donc moi, depuis que j'ai été nommée en 2012, j'ai dit 2 stratégies numériques, les mobiles et les réseaux sociaux. Et on a fait ça, ce qui fait que c'est vrai qu'on est le média français, la télé française la plus référencée sur Facebook, déjà en français, mais si je rajoute l'anglais et l'arabe, alors là... Bon, et la radio, c'est pareil, RFI est très très présente sur Twitter. Je parlais d'Info Migrants, on est présent sur tout, Viber, WhatsApp, enfin sur tous les réseaux sociaux. On a décidé de ne pas laisser la plaine aux barbares des fake news et des infox, on dit en français. Et donc on y va. Et en effet, comme le disait, je pense, Fabrice Friese, on remarque un changement d'attitude aussi. Par exemple, Facebook vient nous chercher avec l'AFP pour lutter contre les fake news pendant les élections européennes. On discute beaucoup avec Google, on discute avec tous ces gens-là qui ont conscience qu'ils ont besoin de médias référents. Et c'est grâce à ça qu'on a 176 millions de personnes qui nous suivent chaque semaine. Il y en a bien sûr en linéaire, la majorité, c'est vrai. C'est-à-dire en linéaire, je veux dire en classique, radio, télé, comme on connaît. Mais il y en a quand même 46 millions qui sont sur les réseaux sociaux, en hebdomadaire, hein, en mensuel, c'est beaucoup plus. Et donc moi, je ne sais pas faire sans. Mais c'est vrai qu'on est dépendant du coup, alors c'est une relation ambivalente, et moi je crois qu'il faut que la législation s'en mêle. Ça c'était pour la première partie. La deuxième partie, ou la première, je laisse Peter. Peut-être ça c'est aussi une bonne idée d'expliquer un peu ce que Deutsche Welle fait, parce que oui, c'est un peu la même chose que France Média Monde, mais on distribue dans 30 langues. Nous sommes dans la télévision, dans la radio. Nous avons 4 chaînes de télévision, anglais, allemand, évidemment, arabe et espagnol, et comme j'ai dit, 30 langues. Et on a un budget pour le moment de 350 millions d'euros. Donc 100 millions de plus, hein, je le dis au passage, pour ceux qui n'ont pas fait bien le calcul. Mais au total, la France est bien située si on parle de leur communication extérieure. Et en Allemagne, on a dans les années passées, on a vu aussi que ça c'est une chose très importante. Et heureusement, notre budget est pour le moment d'accord, ça augmente. Croissant. Oui. Et bon, les réseaux sociaux, bien sûr, c'est ça où on doit être là, et aussi les grandes plateformes. Je suis bien au courant que c'est difficile, mais on a besoin de l'heure, parce que sinon on ne peut pas prendre les gens, on ne va pas leur l'approcher. Et de l'autre côté, je crois de plus en plus, on a à côté dans le panel d'avant, ils ont aussi besoin de nous.
parce qu'il faut avoir dans ce débat de fake news, de la désinformation, de la propagande, ils ont besoin d'avoir des gens qui produisent des informations réelles et crédibles. Alors je crois que ça va être un peu mieux de la collaboration, spécialement pour nous avec Google et YouTube, ça marche bien. Facebook, c'est plus difficile, je crois, pour tout le monde. Mais aussi pour eux, Facebook, ils ont un grand problème de crédibilité. Et alors, il faut aussi pour eux faire quelque chose. On ne peut pas voir qu'est-ce qui se passe maintenant et faire rien. Alors, je suis optimiste, comme toujours, que ce plateforme doit être aussi plus réglée, mais aussi avoir plus de communication avec nous, les gens qui font le contenu vérifié. Bon, c'est peut-être... Oui, là, vas-y, pardon. Non. Non, ce que je vais dire, c'est tout à l'heure, j'ai pas peut-être tout entendu, mais il me semble que la loi n'est pas non plus... Alors, je ne sais plus lequel des intervenants disait l'Europe a commencé avec, bien sûr, les droits voisins, mais c'est un début. Moi, je crois à la législation, comme je crois à la loi de 1881, qui est quand même une très belle, plus que centenaire, loi sur la liberté de la presse. Il me semble que la transparence des algorithmes, parce que c'est vrai que quand Facebook, l'année dernière, a changé, son algorithme... On a perdu un tiers. On a perdu un tiers. Plus on est bien référencé, comme le Figaro aussi, sur Facebook, plus on dégringole. Là, quand Mark Zuckerberg, régulièrement, il dit on va recentrer sur les amis, etc. Nous, on a des sueurs froides aussi. En même temps, c'est pas que ça nous rapporte énormément, parce qu'ils sont très, très jaloux du partage des recettes publicitaires. Hein. Là, je parle plus des droits voisins, mais parce que nous, on n'a pas de... Mais la pub, oui. Donc, c'est sûr qu'il y a un problème de transparence, même sur Apple. Avec la loi sur la protection des données personnelles, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais vous voyez votre petit Apple News, si vous avez Apple ou je ne sais pas quel Android. Bon. Et donc, vous cliquez, ça fait 50% de la fréquentation de certains sites. Évidemment, on vous demande... vous êtes d'accord pour que vos données personnelles, alors comme vous avez vu le titre, vous dites on ne va pas se remplir 20 pages de trucs, donc on dit oui. À chaque fois, il faut tout recommencer, même si vous avez paramétré quand vous avez de nouveau un article. Et donc vous dites oui à tout. Et maintenant, ce qui est bien, c'est qu'ils ont toutes les données et que c'est vous qui avez donné votre consentement. Donc je me dis, il y a sûrement des choses à améliorer. C'est le paradoxe, donc il y a sûrement des choses à améliorer. Mais moi, je crois à la loi aussi, à la régulation, au partage équitable des recettes. Pour nous, dans l'info, mais pour les créateurs aussi, hein, parce que les documentaires, tout ça, ça doit être régulé. On est en transition, on découvre un nouveau support. Comme toujours, dans toute création humaine, c'est ambivalent. Mais à terme, on va trouver un moyen de réguler et de dialoguer. Marie-Christine Saragos, à vous écouter et à vous voir assis à côté de Peter Limbourg, on se dit que vous êtes une chaîne d'info internationale, Deutsche Welle est une chaîne d'info internationale. Vous avez peut-être plus de choses à faire tous les deux et avec vos homologues BBC World et autres qu'avec France Télévisions ou Radio France à l'intérieur d'une holding. Ou RDZDF pour Peter. Voilà. C'est bien ça, votre terrain de jeu, c'est l'international. Vous avez plus de choses à faire avec Deutsche Welle? Non, moi je pense que c'est pas. Je pense qu'il faut pas forcément poser les choses dans les opposants. Je pense qu'on fait des choses très fortes au niveau du secteur public et qu'on travaille beaucoup avec le secteur public national français. Par exemple, je pense à Culture Prime qui est. Puisqu'on parle de réseaux sociaux, on a commencé avec Facebook, on va sur YouTube, mais on travaille ensemble. Par ailleurs aussi, France 24, tout ce qui est sur les images sur la France, on ne les fait pas nous, on a un accord avec France Télévisions. On est aussi sur France Info, ce qui permet d'avoir une ouverture internationale, y compris 24 heures sur 24, puisque la nuit, c'est France 24 qui est diffusée. Avec Radio France, on a des correspondants communs, c'est très important. Ce que disait Fabrice Friss sur le fait qu'il faut des journalistes compétents partout, et le statut des correspondants, c'est un vrai enjeu, et y compris la couverture sociale. Et c'est vrai pour nous, le plus gros employeur France Média Monde, mais c'est vrai pour Radio France, France Télé, Le Figaro, tous les journaux. Parce que si on n'a pas ce réseau de qualité avec la couverture sociale qui va bien, etc., on n'a plus d'infos certifiées et donc on perd notre crédibilité. Et dans un monde mondialisé, il vaut mieux avoir un bon réseau international de couverture. Donc je crois que tout ça, ça ne s'oppose pas. C'est un socle de valeurs communes françaises qu'on a avec le service public et c'est un socle de valeurs communes qu'on a avec la Deutsche Welle. Et c'est vrai qu'en Europe, il y a aujourd'hui, surtout s'il y a le Brexit,
il y a 2 grands médias internationaux plurilingues mondiaux. C'est France Média Monde et Deutsche Welle. Donc on a des choses à faire ensemble et on les fait. Et en plus, ce qui est formidable, et je pense que c'est un bon moteur, on a plaisir à les faire ensemble. Oui, je crois que c'est un peu la même chose parce que nous sommes aussi dépendants de notre collègues nationaux parce qu'on prend beaucoup de contenu pour notre programme. On fait plus en plus exclusif de la Deutsche Welle parce que on doit régionaliser. Les gens en Amérique du Sud, ils ont des autres intérêts, ou en Afrique ou en Asie. Il faut faire des programmes pour eux. Et pas des programmes qui sont là et le transmettre, ça va pas aller. Alors, mais je crois aussi que nous avons les mêmes problèmes et aussi les mêmes visions de transporter de la presse libre dans les coins qui sont pas libres. Et aussi, on a les mêmes problèmes s'il y a des pays qui vont bloquer notre offre, comme la Chine ou l'Iran. Alors là, on a des problèmes communs aussi avec la BBC, avec la Voice of America. On travaille ensemble, mais ça c'est une nouveauté parce que à l'époque et avant que Marie-Christine et moi ils étaient là, il n'y avait pas beaucoup des initiatives de travailler ensemble pour créer de contenu coordonné ou coproduisé. Et maintenant, il y a 2 semaines qu'on a commencé un programme dans la Turquie avec la BBC, la Voice, France Média Monde et nous. Un offre nouveau, Plus 90, c'est pour International 90. Dialing for Turkey. Et c'est une chaîne de YouTube qu'on fait ensemble et qui a très bon... 35 000 déjà. 37 000 des abonnés. En quelques jours, là. Quelques jours, oui. Ça a bien commencé. Et là, je crois, c'est une chose que l'Europe est attaquée par des gens de l'extérieur et aussi de l'intérieur. Et je crois qu'il faut faire des choses communes. Donc des valeurs communes qui vous poussent en effet à travailler ensemble sur plusieurs exemples, Info Migrants, hashtag Plus 90, si j'ai bien compris, mais aussi une future plateforme vraiment commune d'information européenne pour les jeunes. Ça va s'appeler Inter, si je ne me trompe pas, ou Enter, en allemand de toutes les façons. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant, c'est de se dire que ça y est, il y a plusieurs offres, plusieurs projets de plateformes européennes qui sont en train de s'articuler, qui parfois se confrontent sur la façon de pouvoir se former. Comment est-ce que, il y a plusieurs projets, on peut citer celui d'Arte d'un côté, celui de la RD de l'autre, celui de TV5 Monde par ailleurs, mais qui est en dehors du cadre de l'Union européenne et même des questions européennes tout court. Comment est-ce que Inter va tirer son épingle du jeu ? Oui, je crois qu'on va essayer de créer une collaboration, pas seulement avec des chaînes publiques, mais aussi avec des partenaires privés. Alors, dans les régions européennes du Sud, de l'Est, n'importe quoi, on a besoin de leurs partenaires, de leur influence. Ils connaissent leur région. Alors, il faut avoir des partenaires pour créer des offres ensemble. Et de l'autre côté, je crois qu'on a beaucoup de chance parce que, comme j'ai dit, c'est notre métier. De créer des dialogues entre les gens de différentes cultures. Et je crois que ça, c'est notre USP. Oui. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, sur les autres plateformes, on travaille avec Arte, parce que c'est des questions de format. Nous, il ne s'agit pas de faire une plateforme à la Netflix du tout. Nous, on est dans de l'info, de l'actualité, des sujets qui vont intéresser les jeunes, des écritures... des nouvelles écritures, comme on dit, de la vidéo mobile. Ça vise les réseaux sociaux, un peu comme on fait sur Info Migrants. Bien sûr, il y a un site Info Migrants, mais le gros des gens qui consomment, ça se fait sur tous ces réseaux sociaux. C'est plurilingue, parce que notre but, c'est d'aller chercher des jeunes, comme le disait tout à l'heure Peter, qui ne sont pas forcément Erasmus, on va dire, pour simplifier. C'est-à-dire, ils ne parlent pas forcément l'anglais. Ils ne se sentent pas forcément pris dans le mouvement européen. Ils se sentent parfois les laissés pour compte de l'Europe.
Or, on sait aller les chercher. On a eu une expérience à la fois riche et malheureuse. J'en ai même oublié le nom tellement. Non, avec Mashable, excusez-moi, quand on est sorti, moi je passe à autre chose. Bon, on a avec une expérience avec des Américains qui nous a... À la fin, on est sorti puisqu'ils changeaient de stratégie, mais on a appris, on a vu pendant cette expérience très rapidement qu'on touchait des jeunes peu diplômés, avec des revenus moyens qui étaient bien inférieurs à la moyenne en général, et qu'on avait des narrations, une façon de narrer différente, des sujets aussi spécifiques. Donc on a emmagasiné cette expérience, et c'est un peu le but, ce plurilinguisme ciblant les jeunes. D'ores et déjà, enfin, je ne peux pas parler pour Deutsche Welle, mais nous, notre public est jeune déjà. La moyenne d'âge, parce qu'on touche aussi des zones où... Jeune par rapport aux médias, parce que... Non, mais moins de 34 ans. 34 ans. La moyenne linéaire et les numérique... c'est plutôt 50-54. Oui, mais parce que... Alors, on est aussi dans des zones où la démographie est différente. Hein. Quand on va dans le monde arabe, en Afrique, forcément, la configuration de la population n'est pas la même. Mais on pourrait se dire qu'on ne touche pas du coup les jeunes, qu'on ne touche pas la majorité de la population, et c'est faux. On les touche. Donc on a une vraie expérience de ça. Et si vous voulez, on peut peut-être regarder la vidéo de Hunter, de notre projet, qui n'existe pour l'instant qu'en projet, puisqu'il va falloir financer avec la Commission européenne, hein, je précise. Et qui existe en vidéo ou pas? C'est la question que je pose à la Oui, le monsieur il me dit oui, il me fait comme ça. On a une bande-annonce. Alors que l'Europe fait face à une crise de confiance sans précédent chez les citoyens européens et notamment les jeunes, alors que la propagation des fausses nouvelles vise à déstabiliser les opinions, Deutsche Welle et France Média Monde ont imaginé le projet Enter, fondé sur le professionnalisme de leurs équipes éditoriales. Enter, c'est une offre numérique d'information pour les jeunes en Europe sur tous les sujets qui les concernent au quotidien. Conçue pour la mobilité et très interactive, Enter est présente là où les jeunes s'informent et dans les formats qu'ils plébiscitent. En ligne, sur une appli, sur les réseaux sociaux, mais aussi sur le terrain lors de grands événements qui les rassemblent. Enter est aussi un espace d'expression qui encourage l'échange de points de vue et ouvre plus largement le débat. Enter est multilingue et casse les barrières linguistiques pour faciliter le dialogue entre les jeunes de tous les pays de l'Union européenne dans leur langue maternelle. Enter souhaite permettre à tous les jeunes, quelle que soit leur origine, leur parcours ou leur situation, de se forger leur propre conscience européenne. Voilà. Pour rebondir sur Enter, sur votre projet, quand on vise un public sud-américain, vous disiez, ou quand on vise un public chinois, parce que vous essayez, je sais que je sais sur les sites numériques, on les a, voilà, et ou africains. Ce qu'ils veulent entendre, c'est la voix de l'Allemagne, c'est la voix de la France, ou c'est une voix européenne? Ça va être surtout une voix européenne, parce que, bien sûr, peut-être nous sommes les deux qui push it, qui poussent cette initiative, mais on a besoin des partenaires européens, sinon ça ne va pas marcher. Et surtout dans l'Europe, si juste la France et l'Allemagne font des choses, c'est pas assez. C'est peut-être à l'époque c'était, mais pour le moment, il faut avoir la majorité des gens avec nous, et alors il faut avoir des partenaires européens. Et on a aussi, on espère aussi d'avoir ici une aide de la financement de la Commission européenne. Et on est aussi dans un débat avec le Parlement européen qui vont dans le prochain Parlement, qui vont aussi nous aider pour une pilot project. Et en étant justement réaliste, compte tenu des délais, compte tenu des délais justement de renouvellement du Parlement européen dans quelques semaines et de la Commission à partir du 31 octobre, sous quel calendrier c'est réalisable? Nous, on vise 2020. Mais encore une fois, là, on a un rêve commun, un projet commun, un peu comme pour Info Migrants. On avait un projet, on est allé avec notre pilote et on a été suivi. Peut-être qu'on ne sera pas suivi. Pour répondre à la question d'Enguerrand, parce qu'il me semble qu'elle était un peu différente, moi, je dois dire, toutes les rédactions, quand on nous parle de Voix de la France, je pense que ça donne un tout petit peu de... Probablement parce que c'est un souvenir de Vichy où c'était appelé comme ça. C'est très gaulien. Mais non, gaulien, ça pourrait passer, mais c'était plutôt avant que ça se disait aussi comme ça.
je pense que ce que les gens, les 176 millions de personnes qui chaque semaine, dont 50% en langue étrangère, hein, sont dans nos environnements linéaires, numériques, je pense qu'ils cherchent une information certifiée, libre, indépendante, honnête si possible. Ils aiment aussi le sens du débat, qui est un signe de liberté. Quand on a le droit de se taper dessus et de ne pas être d'accord, c'est déjà qu'il y a de la liberté. Donc, je pense que mais je crois que l'exactitude, l'investigation, la vérification des faits, la crédibilité, c'est vraiment quelque chose d'important. Et que si je suis la croissance de nos audiences, je pense que c'est lié à la confiance. Je pense que c'est un mot fondamental là, qui résume presque plein de débats. La confiance, c'est vraiment une denrée. Je crois que Fabrice Friis disait tout à l'heure que l'information libre, c'est une denrée rare, donc elle est précieuse. Je dis elle est précieuse en tout cas. Mais moi, je pense que c'est la confiance qui fait terriblement défaut à plein de choses dans nos sociétés, que probablement les environnements numériques abîment. Et que c'est ça l'enjeu, et peut-être pas seulement pour l'info, la confiance. Et je crois que si je regarde les statistiques, le travail fait par les équipes qui prennent des risques, hein, qui vont sur des terrains où il y aurait très facilement le silence si on n'y allait pas, et donc n'importe quoi se produirait, je crois qu'en retour, il y a de la confiance, et que c'est ça que nous disent les chiffres en croissance. Je crois que Inter doit être une offre journaliste et pas une offre de la communication d'un État ou de l'Union européenne. C'est une offre journaliste indépendant. Sinon, ça ne va pas aller. Hein. Et participatif, parce qu'on ne fait plus de la communication unilatérale. Ce qui est intéressant, c'est de savoir quels sont, par exemple, les débats qui animent les jeunes, je ne sais pas moi, en Hongrie. Qu'est-ce qu'ils racontent et comment on peut en faire un débat qui sort de la Hongrie pour partager, pour répondre, Ça veut dire que la plateforme est ouverte aux médias d'autres pays européens. Hongrois, alors, vous citiez, mais ça peut être ouverte, polonais, italien. On a des accords, on ne fait pas rentrer des gens qui n'auraient pas du tout le socle de valeurs communes qu'on partage non plus. Mais c'est sûr que ce que disait Peter, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est Deutsche Welle, France Média Monde seulement. De la même façon d'ailleurs qu'Info Migrants, on est allé chercher l'ANSA, parce que ça semblait quand même bizarre de parler des migrants sans les Italiens. Là, on ira chercher des gens. Il a parlé également de gens du privé, pas seulement des services publics, parce qu'il y a des jeunes influenceurs intéressants, il y a des initiatives dans tous les pays. Moi, c'est un peu une mobilisation avec un débat. D'ailleurs, là aussi, on n'est pas obligé d'être pour ou contre l'Europe pour entrer dans Inter. Simplement, c'est intéressant d'en débattre et de ne pas avoir un seul prisme, d'ouvrir ses horizons. C'est un peu ça, l'idée. Et il y aura sûrement des gens qui seront très, très eurosceptiques et qui démoliront les choses, mais parlons-en et participons aux élections. Votons contre si on veut, mais allons voter, par exemple. Enfin, voilà, c'est ça l'idée. Des valeurs, de la confiance, de l'ouverture et évidemment de l'innovation pour trouver ce nouveau chemin vers l'Europe des citoyens. Merci infiniment Marie-Christine Saragosse et Peter Limburg.